Les finances personnelles, c'est les meilleures portes des développements personnels qui existent. C'est juste que les changements qu'on va faire, ça va être beaucoup plus visible et palpable, si tu veux, que n'importe quelle dot technique des développements personnels. Tu veux méditer autant que tu veux, 3 fois par jour, 4 fois par jour, etc. Si derrière, tu vas pas changer ton comportement, peut-être tu vas te sentir mieux, mais à l'extérieur, on ne voit pas qu'est-ce qui se passe. Quels seraient le ou les conseils, tu vois, que tu donnerais par rapport à ça? Les conseils. Yes, salut à toi et bienvenue sur Bizcare, le podcast business qui est là pour d'abord prendre soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, je reçois des entrepreneurs ultra inspirants pour parler de business, de mindset, d'investissement, d'épargne, de développement personnel, professionnel, spirituel, dans un seul et même but, faire de toi un entrepreneur qui est aligné pour faire un maximum de business derrière. Tous les entrepreneurs qui sont là se sont promis une chose, de te donner un maximum de valeur, un maximum de pépites, de te donner les 20% de bonnes actions qui vont te permettre d'avoir 80% de résultats. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode. Allez, à tout de suite. Hello, salut, salam, shalom à tous. Bienvenue sur Bizcare, le podcast qui prend d'abord soin de toi avant de prendre de ton business. Aujourd'hui, deuxième girl boss que j'accueille sur Bizcare. Number 2. Aujourd'hui, j'accueille notre chère Katia qui va nous parler argent, qui va nous parler finance, qui va nous parler mindset et qui va nous donner toutes les clés pour avoir une relation saine à l'argent et pour reprendre en main sa vie avec une relation saine à l'argent. Bonjour Katia, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va être avec plaisir, je vais être très bien, merci. Au plaisir de discuter de tout ça. J'adore parler argent, donc ça tombe très bien. On va parler de la grosse moulasse aujourd'hui, toi et moi. Bah écoute Katia, comme d'habitude, je te laisse te présenter. Voilà, dis-nous un peu ton parcours, ce que tu fais, pourquoi tu es là aujourd'hui, comment tu aides les gens à reprendre le contrôle sur leurs finances. Voilà, la parole est à toi. Open mic, dis-nous tout, on veut tout savoir sur toi. Go, ok. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Katia Finance, je suis coach en finances personnelles et investisseuse et j'aide les femmes à mieux gérer leurs finances personnelles et à commencer à investir. Au niveau des parcours personnels, et je pense que vous attendez un petit accent, moi je viens de Biélorussie, j'ai quitté mon pays natal à l'âge de 17 ans, je fais les études dans le monde anglo-saxon, dans les collèges américains, avec les profs canadiens, etc. Donc je voyageais un peu partout, j'étais en République tchèque, aux États-Unis, Lituanie, etc. Avant que j'ai atterri en France, c'est là où j'ai lancé et revendu de startups. C'est là où j'ai fait en parallèle en carrière en informatique. C'est là où j'ai commencé à investir. Et c'est là où j'ai commencé à parler argent à plus grande échelle. Tout simplement, j'étais enceinte de 9 mois, prise de 22 kilos, canicule, rien à faire. Je lance le compte Instagram pour juste occuper mon cerveau et parler des sujets qui me passionnent depuis toujours, donc des finances. Et là, d'un coup, ça prend l'ampleur assez important. Je commence à être contactée par les femmes pour poser les questions sur comment faire. Je commence à partager l'astuce sur les finances personnelles, sur les gestions de budget. Les maisons d'édition me contactent. Je sors 2 ouvrages sur les sujets. Je commence à créer les programmes d'accompagnement. Bref, ça se développe assez rapidement. Et donc, aujourd'hui, les finalisation de tout cet parcours, c'est Katia Finance qui est l'entreprise qui aide les femmes. On est plus de 25 000 membres dans nos différentes communautés, plus de 4 000 femmes accompagnées à date via les différents programmes, 2 ouvrages, plus de 12 000 livres vendus sur les sujets et je compte même pas les nombres de modèles gratuits téléchargés sur les finances. On a plus de 40-45 000 parce que le but pour nous, c'est aussi donner beaucoup d'informations. Donc, on partage beaucoup de modèles qu'on peut télécharger gratuitement ou on partage beaucoup d'astuces sur gestion des finances, B, les débuts de l'investissement. Waouh, Katia, tu viens de mettre une claque. En fait, Katia, je te connaissais avant qu'on fasse ce podcast, mais en fait, je ne t'ai jamais demandé ton parcours. Là, je viens de découvrir en direct live avec tout le monde tout ce que tu as fait. Mais en fait, tu as eu une vie avant tout ça, en fait, tu vois. Et justement, tu vois, tu as parlé du lancement et de revente de startups, tu vois.
C'était des startups autour de la finance ou bien ça n'avait absolument rien à voir? Non, pas du tout. En fait, finance et investissement, c'est deux passions. Donc, les premières startups, c'était autour des... tu sais, à l'époque, Airbnb n'était même pas présente en France. Donc, j'ai les plateformes où je connectais les voyageurs russophones, parce que moi, je parle russe en plus d'anglais et français, avec les propriétaires d'appartements à Paris pour trouver les logements pour leurs vacances. Donc là, c'était les Airbnb à l'époque. Et je l'ai revendu juste avant qu'il y ait Airbnb. En fait, j'ai vu l'annonce que Airbnb va traduire les sites en français. Je dis, je n'y veux pas faire les concurrences et Airbnb. Ça fait wow là. Ouais, voilà. Et j'ai revendu cette startup. Les deuxièmes, c'était dans les logiciels parce que j'ai aussi une passion dans l'informatique. Donc, j'adore tout ce qui est développement des logiciels. Voilà, donc oui, il a eu pas mal de choses. Il a eu aussi les carrières en informatique où j'ai passé par les CDI, par les vrais postes, etc. Mais les passions vers les finances et l'investissement, il a toujours été là. Il a commencé à 16 ans, je pense. Les premières fois que j'ai lu les Bibles des finances personnelles et l'investissement, c'est les Pères riches, Pères pauvres de Robert Kiyosaki. Moi, je pense que j'ai eu 15 ans à l'époque. Depuis, je l'ai lu en 3 langues différentes, plusieurs fois. Donc, si tu veux, pour moi, c'est les passions. Et du coup, ça a fini par être mon entreprise aujourd'hui et être mon activité principale aujourd'hui. Ouais, en fait, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que, bon, tu as déjà testé pas mal de choses. Tu as été dans la Startup Nation, tu as lancé des choses, tu as pu avoir t'as pu faire en fait ta carrière professionnelle, mais en fait en ligne de fond, en toile de fond, il y avait toujours mais en fait l'investissement ou bien les finances personnelles, c'est top en fait, c'est ce qui me stimule. Et en fait dans ce que tu dis, t'as commencé à 16 ans à lire Père riche, Père pauvre, là en fait où tous les entrepreneurs de Instagram, tu vois, on nous bassine tous en les 5 livres que tu dois absolument lire, Père riche, Père pauvre, celui-là va se permettre de faire ça. Toi Katia, t'avais de l'avance. Tu lui dis Père riche, Père pauvre. Vas-y, ça fait 20 ans que je l'ai lu. Vas-y, rentre chez toi. Tu vois. Mais en fait, là où je veux venir, c'est que effectivement, c'est les finances personnelles. J'ai l'impression que ça a toujours été en fait une ligne continue, enfin une ligne directrice chez toi. Qu'est-ce qui t'a attiré, tu vois, dans le fait de te dire que toi-même, faut que tu développes tes finances personnelles? Moi, je n'ai pas eu les choix. Il ne faut pas comparer peut-être incomparable avec les autres. Moi, je n'ai pas eu le choix. Je viens de Biélorussie. Je savais toujours que je voulais quitter mon pays natal et je savais que je ne vais pas rester en Biélorussie. Je n'étais pas d'accord avec les sociétés, les manières d'être là-bas. Je n'étais pas d'accord de travailler là-bas. Je n'étais pas d'accord de vivre là-bas, tout simplement. Donc, du coup, sachant que, excuse-moi, mais à 16 ans, quand tu avais lu Père riche, Père pauvre, tu étais encore en Biélorussie? Oui. J'ai quitté, j'ai parti de Biélorussie à 17 ans et demi, quelque chose comme ça. Ça marche. Juste avant mes 18 ans. Donc déjà, si je comprends bien... L'idée de partir, elle était là même avant 16 ans. Je savais que voilà, c'est pas quelque chose que je veux faire, donc il faut partir. Comment tu veux partir d'un pays où 5 €, c'est un dîner pour 2 personnes? C'est peut-être un peu plus cher aujourd'hui, mais voilà. Mes parents n'ont pas les moyens de me payer mon départ. Ils ne peuvent pas payer mes études, ils ne peuvent pas payer mon déplacement, tu peux rien faire. Donc en gros, tu as les seules personnes qui peuvent faire quelque chose. Donc pour moi, les échappatoires, c'était apprendre l'anglais et obtenir les bourses dans les collèges américains. Et c'est les bourses qui m'ont payé et pour mes études et pour les logements. Tu vois, j'étais boursier parce que j'ai eu très bon parcours, etc. Donc tu dois trouver les moyens. Donc soit tu les fais avec argent, soit tu trouves les moyens. Mais même quand tu sors, tu vas étudier en Lettonie, en collège américain, tu vas payer comment pour les restes? Donc pour moi, finance, de manière générale, c'était important. C'était entre guillemets argent égal échapper à les situations que je ne veux pas vivre. Et depuis, ça a resté parce que, bien évidemment, ça a changé, mais si tu veux, pour moi, c'est important de voir cette fond de sécurité, s'il faut, si demain, je ne suis pas contente dans mon travail de ne pas rester misérable et pouvoir dire non et partir. Si je veux investir, il faut les fonds parce qu'à l'époque, je n'ai pas eu l'accès au crédit. Donc, pour moi, c'était les manières de sortir des systèmes qui me convenaient pas. Et donc, et comme je n'avais pas d'argent tout simplement, tu commences à apprendre, tu commences à voir qu'est-ce que tu peux faire. Et assez souvent, tu tombes dans tu sais, tous les livres qu'on lit sur l'investissement, liberté financière. Et tu comprends que oui, bientôt, je vais commencer à investir. Aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, je fais quoi avec ce que j'ai déjà, même si c'est pas grand-chose. Donc, tu apprends à gérer, en fait.
Et après, au fur et à mesure, dès que je commençais à faire les carrières, j'ai touché mes salaires, etc. Là, tu dis, OK, je vais faire plus, je vais investir. Mais tu vas investir en quoi, comment, etc. Donc, tu vas apprendre. Mais pour moi, c'était toujours les choses, tu vois, je vais jamais rester on s'est dit toute ma vie, je crois pas au système des retraites, je pense pas que je dois dépendre de l'État sur combien je vais toucher quand je vais être un peu plus vieille, etc. Donc il faut bouger les queues et faire quelque chose en parallèle. Et en parallèle, la plupart des temps, c'est l'investissement. Ok. En gros, en fait, déjà merci pour ce partage, c'est ultra inspirant. Mais si je pouvais juste résumer, tu vois, un peu ce que tu as dit, c'est que pour toi, à l'époque, l'argent égale un moyen pour gagner ta liberté tout court, qu'elle soit financière, qu'elle soit géographique, qu'elle soit, je sais pas, t'as envie de dire fuck à ton patron et bah tu te barres et tout pour pour faire ce que tu veux. Pour toi, en fait, l'argent c'était un moyen de gagner ta liberté et pour du coup gagner cette liberté-là, il fallait que toi-même tu apprennes à faire l'argent, à le conserver et à bien l'utiliser pour que cet argent-là crée à son tour des. C'est l'argent, c'est ça. Waouh, ok, d'accord. Et donc du coup, on a le contexte. Biélorussie, tu veux te barrer, t'as commencé à lire des bouquins, t'as pas de thunes, il faut que tu te dises bon ouais, du coup il faut que j'apprenne à faire des thunes avec le peu que j'ai, la lecture, tout ça, bim bam boum. Donc tout ça, tout ça en tâche de fond. Comment derrière en fait tout ça s'est développé d'année en année, tu vois, dans tes années étudiantes, puis après dans tes années en tant que salarié. Enfin d'ailleurs, je sais pas si t'avais déjà été salarié ou pas, ou bien t'as direct lancé ton startup. Mais voilà, en fait, en tâche de fond, comme ça, comment justement tu t'es éduqué petit à petit, tu vois, jusqu'à en fait, comment tu t'es éduqué à chacun des steps de ta vie, donc étudiante, salarié, lanceuse de startup, pour derrière, tu vois, toujours avoir cette liberté financière dont tu parles. Il faut savoir qu'à l'époque, quand je la faisais, ça commence à dater parce que voilà, les premiers investissements, ça commence à dater. On parle des filles qui viennent d'arriver en France, qui parlent pas français. Donc, on est en France, dans les communautés francophones, où à l'époque, on n'a pas des formations en immobilier, on n'a pas des formations à la bourse. Comme aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, on a les multitudes de formations qu'on peut faire et c'est hyper accessible. À l'époque, on n'a pas eu ça. Donc moi, j'ai cherché l'information de partout. Je vais faire les startups anglophones où on va discuter de comment acheter l'immobilier, mais bref, c'était compliqué à l'époque. Je vais lire avec les Google traducteurs à l'époque, c'était les forums ou les blogs qui vont te parler les bourses en France, parce que j'ai beaucoup d'accès aux informations anglophones. Je savais comment ça marche aux États-Unis, au Canada, etc. Mais en étant en France, il paraît à l'époque, on ne parle pas d'application où tu peux télécharger et commencer à investir en bourse avec 1 euro. Tu vois, c'était beaucoup plus compliqué. En étant en France, l'accès il était compliqué. Donc, il fallait chercher l'information avec les traducteurs, faire les startups, etc. Et je me souviens très bien que les premières signatures chez les notaires pour immobilier, je n'ai pas pleuré, mais presque, parce que je comprenais rien. Alors, je demandais à m'envoyer tous les documents en avant. Je sais pas combien de temps j'ai passé pour traduire, parce que tu as ce langage qui est hyper complexe et tu comprends rien. Et là, au bout d'un moment, tu sais, j'étais avec mon conjoint, on fait un poste, je dis mais Steven, je panique, je comprends rien en fait. Il m'a dit t'inquiète pas, moi non plus. Lui, il est en français, on parle en français, donc là, je dis ok, donc voilà, c'est pas grave. C'est juste les langages qui fait, voilà, c'est compliqué, etc. Il faut comprendre quelques clauses comme tu sais, mais voilà, c'était pas évident de chercher l'information, c'était pas évident de comprendre, donc j'ai envie de dire à l'époque, on prenait beaucoup plus des risques aujourd'hui parce qu'il y avait eu personne qui peut t'expliquer les choses, avec qui tu peux discuter en fait, parce que moi, étant femme, à l'époque, 21, 22, etc., j'ai fait quelques rendez-vous avec les conseillers en patrimoine, etc., costard, cravate, toujours, qui vont adresser que mon conjoint et pas moi, parce que par défaut, ils vont penser que c'est lui qui gagne plus, c'est celui qui décide, etc. Donc, moi, je fais par erreur versus, tu vois, ça marche ou ça marche pas, on verra plus tard. Aujourd'hui, vous avez des chances d'avoir toutes les formations et prendre quelqu'un qui va vous expliquer à A à Z qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, toi, t'as pris des balles en fait.
tu vois, pour... Oui, parce qu'assez souvent, on me pose les questions de dire, OK, tu as commencé à investir en immobilier commercial, comment tu as fait? Pas juste chercher l'info sur Internet et j'ai acheté. Oui, mais tu as suivi quelle formation? Aucune. Aucun. Mais pourquoi? Bah, ça n'existait pas à l'époque, en J'ai fait. suivi Même de la aujourd'hui, formation on a un ou classique. deux sur les marchés, mais ça n'existait pas. Et bourse, tu as fait comment? Bah, tu vois, tu achètes et tu vois qu'est-ce qui Bon, se c'est passe. que par là. Non, mais après, bien évidemment, tu vois, j'ai lu en anglais, j'ai lu toutes les informations anglophones. Ça fait des années que les sujets me passionnent, donc j'ai beaucoup d'informations et j'ai quand même les connaissances. Mais t'es lancé sur l'application en français, avec les termes en français, comme toi, toute ton éducation, c'est sur les marchés anglophones, c'était, bah, tu vois, si j'appuie là, j'espère que ça va marcher. Mais voilà, c'était le début. Non, mais ton histoire, elle est grave drôle quand même, hein. Elle est grave drôle. En fait, si je lis entre les lignes, je reprends, tu vois, la Katia qui voulait sortir sa condition de Biélorussie. Elle savait en fait que c'était l'argent qui pouvait lui permettre, donc du coup, de créer sa liberté, peu importe laquelle c'est, hein, financière, mentale, géographique, tu vois. T'es parti chercher l'information, c'était le bazar, mais en fait, t'étais constamment en mouvement. Alors certes, j'imagine que t'as dû faire des erreurs, tu vois, mais t'étais constamment en mouvement, tu vois, jusqu'à en fait créer ce que t'as aujourd'hui, en fait, tu vois. C'est bien ça, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Et j'ai bien de faire des bêtises, mais en fait, c'est impossible de ne pas en faire si tu fais beaucoup de choses. Donc. Bah sinon, attends, sinon la vie serait pas drôle. Mais waouh, ok, bah écoute, donc là pour le coup, je vois un peu mieux ton parcours, c'est hyper inspirant. Et d'ailleurs, tu vois, enfin là, enfin là, dans cette première partie, ce que j'en dégage, c'est que t'avais un pourquoi fort. Faut que je sorte de ma condition. Et en fait, le comment pour le réaliser, c'était l'argent. Et en fait, à l'issue de ça, en fait, limite, j'ai l'impression en fait que t'as été guidé, tu vois, step by step, tu vois, dans les choses à faire pour justement amplifier ton patrimoine pour donc du coup pour faire ce que tu veux. Et c'est hyper inspirant ce que tu fais. Maintenant, arrivons donc rentrons un peu plus dans le concret, dans le vif. Katia Finance, tu vois. Donc t'as parlé en fait de la période où t'étais enceinte, tu vois. D'ailleurs, bravo, parce que franchement, moi, quand ma femme était enceinte, elle ne pensait à rien d'autre qu'à donner naissance à notre fille. Donc toi, tu lui dis, j'ai donné naissance, mais en même temps, j'ai fait un autre truc. Ouais, c'était, tu vois, tu allaites, en même temps, tu écris les posts pour les tips pour mieux gérer ton budget. Moi, j'ai toujours cette soif et besoin intellectuel. Je ne peux Ouais. pas arrêter intellectuellement et être en mode légume pendant très longtemps. Donc, mon congé maternité, c'était un plaisir, mais fallait en activité Ouais. quelque chose qui va occuper mon cerveau, hein. Ouais, il fallait que tu bouges en fait. Il fallait que tu bouges. Ok, donc du coup, t'es en congé maternité. Là, enfin, là, t'as fait ce que, enfin, comment dire, t'as commencé à te créer un petit patrimoine. Maintenant, de ce que je comprends, t'avais besoin de stimulation intellectuelle, t'avais besoin de partager, tu vois, tout ce que t'avais fait. Et c'est là où t'as lancé donc du coup le compte Insta Katia Finance. C'est ça? C'est ça. Ok. Dès le début, tu voulais aider les femmes ou bien dès le début, tu voulais aider tout le monde? Dès le début, c'était un peu tout le monde. J'ai Ok. partagé juste, tu vois, même sans définir les cibles, etc. J'ai partagé juste autour des sujets qui m'intéressaient. Mais historiquement, j'ai fini par avoir 99% des clients qui sont des femmes. Donc au fur et à Hmm. mesure, j'ai commencé à dire que c'est pour les femmes. Ok. Et c'est là où j'ai vu l'approche un peu différente, parce qu'on va être un peu différente en notre manière de gérer les finances personnelles, étant les femmes ou un homme. J'ai vu le deux en coaching privé, Mhm. mais du coup je me suis dit ok, autant de prendre une cible en particulier qui sont des femmes, et du coup je vais adapter tous mes programmes et tout l'accompagnement pour les femmes, parce que c'est pas pareil que travailler avec un homme sur ces sujets en particulier. Bah justement, tu vois, en termes de finances perso, en finances personnelles avec les femmes, moi je me prends la tête avec la mienne pour qu'on puisse gérer nos finances perso. Euh, Toi en fait, enfin je pense que de par ta backstory et de par ce que tu as pu vivre, et bah forcément tu as attiré celles qui ressemblaient plus, tu vois, enfin les personnes qui ressemblaient plus à ce que tu prônes. Aujourd'hui, enfin dans le domaine de la finance perso, euh, est-ce qu'il y a vraiment comment dire, enfin, est-ce que la manière dont les hommes et la manière dont les femmes gèrent leurs finances perso est vraiment si différent que ça?
Tu vas avoir les différences culturelles, tu vas avoir les différences parce qu'on a des hommes et des femmes. Je vais te donner comme exemple, juste pour illustrer les cas typiques que j'ai dans l'accompagnement. Ok. Donc là, par exemple, j'ai une femme qui arrive. Donc, la majorité des femmes qui j'accompagne, très bonne situation financière, très bonne situation professionnelle. Tu vois, il ne faut pas croire que j'accompagne les gens qui n'ont pas de moyens. Au contraire, donc on a des moyens, on a un foyer, on a un enfant, tout va bien sur les papiers. Or, à la fin du mois, on finit à découverte, on ne gère pas, c'est une catastrophe. Donc là, je vais discuter avec cette femme, de dire, OK, explique-moi un peu qu'est-ce qui se passe. Comment ça se passe à la maison? Katia, avant que tu ailles plus loin, pour donner des chiffres et pour que l'audience se voit un peu de qui on parle, très bonne situation financière, c'est quoi? Plus ou moins, en termes de somme. Si on parle des revenus de foyer, parce que la majorité des femmes que j'accompagne sont avec leur conjoint ou famille récomposée, on va parler des 3 000, 5 000, 7 000, 15 000, 20 000 des revenus par mois. Ok, d'accord. Ce ne sont pas les gens qui sont RSA, ou voilà, qui gagnent pas suffisamment, parce que ces gens-là, ils vont savoir compter jusqu'à 1 euro près. Ils vont savoir exactement combien ils dépensent. Okay. Là, c'est l'inverse. Tu t'es dit, tout va bien, en fait. On gagne bien notre vie, on va partir souvent en vacances, on va faire beaucoup de choses. Or, à la fin du mois, tu te retrouves à découvert ou zéro épargne. C'est les signes que je détecte tout de suite chez toutes ces femmes. Zéro épargne. Les finances, c'est les boîtes noires, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On est en découvert, patrimoine à zéro. Bon, peut-être on a acheté notre résidence principale, mais ça s'arrête là. Et du coup, si je continue comme ça pendant des années, j'arrive à l'âge de la retraite et ça va être une catastrophe. Ouais. Mais on ne bouge pas trop parce que on gagne on gagne bien notre vie. On dit, OK, si j'ai un salaire à 4 000, 3 000, 5 000 euros moi-même, ça va. Tu vois, tu ne poses pas les questions. Et donc, du coup, comme il arrive chez moi, on va discuter un peu, je reviens vers les questions initiales. On dit, OK, comment ça se passe à la maison? C'est, en fait, mon mari me balance son salaire et c'est moi qui gère. Et comme moi, je ne sais pas gérer, du coup, c'est le bazar. Et mon mari, il n'est même pas au courant de les situations familiales. Donc là, j'étais dans les cas typiques, mais c'était déjà les tendances qu'on a dans les familles en France, en tout cas, que monsieur, plupart du temps, il va dire, c'est toi qui gères tout ce qui est finance des quotidiens, tout ce qui est les courses, les achats, etc. Moi, je vais participer dans les décisions importantes. On va décider d'acheter une maison, on va décider à financer les travaux, on en discute. Mais le reste, tu gères. Okay. Et qu'est-ce qui se passe si on face sur les femmes qui ne gèrent pas? Ouais, ça achète des choses à gauche à droite, ça contrôle pas. C'est pas la majorité des femmes d'ailleurs que j'accompagne, c'est le contraire. Elles vont jamais dépenser pour eux-mêmes. Ils vont dépenser beaucoup pour les enfants, beaucoup pour les familles. Ils vont avoir peur ou honte même de dépenser pour eux-mêmes parce qu'ils vont voir qu'à la fin des mois tu as zéro, voire moins quelque chose. Mais c'est juste qu'elle n'y gère pas, mais elle a cette double casquette que j'en suis responsable. Et du coup, c'est le poids de cette responsabilité que je ne sais pas gérer moi-même et je ne vais pas la dire directement avec mon mari parce que j'ai quand même honte. Je vais voir les situations s'est dégradées, mais je ne sais pas trop quoi faire. Je vais essayer les plusieurs outils. Je vais télécharger un tableau de budget. Je vais écouter en live de Katia Finance, tu vois. Ça va peut-être pas trop marcher, mais chaque fois que je vais en vouloir discuter avec mon mari, lui, c'est que les méchantes en fait, mais en mode gère. Tu vois, c'est ton truc, gère. C'est pas grave. Et du coup, je dis pas que c'est dans 100% des cas. Mon mari est en exception. C'est lui chez nous qui gère. Ah, moi aussi. Chez moi, c'est moi qui gère. Voilà, tu vois, on a des exceptions quand même. Mais la plupart du temps, pour mes clients en tout cas, c'est monsieur qui va dire, OK, moi je vais focus sur gagner plus. Gère-toi. Elle ne va pas savoir gérer et du coup, ça se finit mal plus tard parce que les flux financiers pas gérés, pas d'épargne, découvert et surtout les angoisses et les stress. On va pas en parler en dehors de la famille. C'est ça le problème. On va pas en parler avec ses copines pour demander un avis, un conseil. On va pas en discuter en famille parce qu'on est honte. Tu sais, la plupart du temps, ils gagnent plus que leurs familles respectives. Donc là, tu vas voir... les tables à Noël où tout le monde qui gagne moins, qui va partir en vacances, parler de tes projets. Et tu te dis, comment je peux même dire que je suis à découvert, en fait? Je gagne déjà plus, on me traite pour les bourgeois et assez souvent, je les remarque que, voilà, tu as blondé de thunes.
Et de dire que au final, bah non, en fait, j'ai fini un mois quelque chose chaque mois. Donc c'est les situations assez particulières où sur le papier tout va bien, mais en réalité ça crée beaucoup de stress. Mais encore une fois, tu vois que c'est cette manière de gérer. Monsieur, potentiellement, problème, il va aller chercher de l'aide, en tout cas financière. Ils vont discuter. Les femmes, ils vont se concentrer, ils vont pas en discuter autour, ils vont avoir honte d'en discuter. Monsieur, il va se concentrer plus sur les solutions. Tout va mal, on va investir. Genre, on va aller chercher gagner plus d'argent. Femme, il va dire, on va commencer par réduire les dépenses. Ouais. C'est les premiers réflexes. Donc, on a quand même cette différence aussi et cette expectations. Cette attente. Ouais, les attentes de la société aussi, comment ça se passe. C'est aussi les femmes qui doivent éduquer les enfants, tu vois, leur père, il va pas parler des finances, dire non pour les achats importants, c'est toujours la mère qui va dire. Donc oui, on a quand même quelques différences de gestion. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que là, en fait, on devait parler argent, mais là, plus ça va, plus je me rends compte qu'on parle plus de charge mentale, de motivation et de mindset derrière, tu vois. Donc, au final, tu vois, là, le cas de figure typique que tu rencontres, donc en gros, sur les revenus du foyer, bah, c'est la femme qui gère. Est-ce qu'en fait, au final, cet argent qui disparaît, parce qu'en fait, là, il n'y a pas d'autre mot, tu vois, tu as 20 000 euros qui rentrent, à la fin du mois, tu n'as plus rien, l'argent se volatilise, tu vois. En fait, c'est cet argent qui disparaît. Est-ce que c'est pas... Enfin, moi, je me pose la question, est-ce que c'est pas juste une question de est-ce que j'ai envie de le faire ou bien est-ce que j'ai envie en fait de mettre de l'énergie là-dessus, tu vois? Ça peut être les cas de figure différentes. Sur les programmes qui ont fait, on traite peut-être 10 à 20% les finances en soi. On va vraiment on va regarder les chiffres, on va faire les budgets, on va définir les flux financiers, etc. Les restes du temps, on travaille avec les habitudes, avec les croyances, avec des peurs, avec les angoisses, etc. Donc, argent, ce n'est pas des tableaux Excel. Argent égale émotion. Argent égale croyance, plupart du temps. Les croyances et les émotions que tu as vis-à-vis de l'argent va définir comment tu vas les traiter. Donc, tu vas avoir une croyance que tu as panier percé, par exemple, tu vas aller dépenser sans te poser la question pourquoi tu fais ça. Tu vas avoir les croyances que tu vas jamais être capable d'économiser suffisamment pour un appartement. Tu vas tout faire pour prouver que tu as raison. Donc, on travaille beaucoup avec les croyances. Il y a aussi, comme tu viens de dire, que si tout va bien au niveau des revenus, on n'y voit pas l'intérêt de s'en occuper. Parce que, comme j'ai 300-400 euros par mois, c'est les catastrophes. Je suis obligée de gérer à 1 euro près. Je n'y peux pas dépenser plus. En fait, c'est les niveaux de sécurité les plus bas, en fait. Sinon, je vais finir à la rue. C'est une catastrophe. Je commence à générer 2 000, 3 000 euros par mois. Mon mari, il a aussi à 2 000, 3 000. On est au total. Les cas typiques, on est entre 4 000 et 6 000 en famille. Ça va. On a réussi selon les standards des sociétés. On gagne bien notre vie, etc. On a les droits de se faire plaisir. On a bien gagné notre vie. On a les droits de dépenser pour nous. Donc, on commence dans cette logique que, voilà, on va enfin, après toutes les années de souffrance, comme on était étudiant, on n'a pas eu suffisamment, etc., on peut se permettre. Effectivement, si à la fin, on n'est pas trop en découvert, on est juste un peu en découvert, ça va. On va reparler urgence. On ne se projette pas vers le futur. Et c'est ça qu'on fait en première chose avec toutes les femmes que j'accompagne. Je dis, OK, si aujourd'hui tu prends ta situation financière telle qu'elle, tu ne changes rien, projette-moi ton futur à 5, à 10, à 15 ans à venir. Et là, tu commences à dire, ah ouais, OK, si c'est comme ça aujourd'hui, dans 10 ans, ça ne va pas changer. Dans 20 ans, c'est la retraite. Pas des résidences secondaires, pas des résidences principales, si je n'ai toujours pas acheté. Pas d'investissement, pas d'économie, pas d'école pour les enfants, etc. Et là, tu commences à te réveiller un peu et tu dis, OK, voici qu'est-ce qui va se passer. Mais en soi, argent égale émotion, argent égale croyance, argent égale tout ce que tu veux, sauf les chiffres en banque. Putain, c'est un truc de ouf.
Et c'est un truc de ouf, tu vois. Regarde, en fait, je vais donner un exemple qui arrive pas mal chez moi. Tout à l'heure, quand j'ai dit à ma femme, je vais tourner avec Katia Finance, Mhm. je lui ai dit, franchement, dès qu'il sorte, écoute-le. Parce qu'en fait, chez moi, ce qui se passe, c'est que, tu sais, moi, j'ai un plan sur 5 ans, 10 ans, tu vois, les investissements, tu vois, les trucs à faire et tout, tu vois, entre mes projets que je lance, ceux que j'arrête, tout ça. Ma femme, en fait, elle me dit à chaque fois, moi, je veux acheter un appartement au bord de mer et tout. Moi, je dis, ok, mais c'est très bien, franchement, je te soutiens. Mais par contre, au jour le jour, tu vois, pour le faire, pas d'économie, rien. Mais par contre, elle dit, ouais, j'aimerais bien avoir un truc, tu vois. Donc, en fait, au final, là, on parle pas de flux depuis tout à l'heure. On parle de croyances, on parle d'émotions, tu vois. Si tu devais donner, en fait, un conseil, tu vois, aux personnes pour qui le rêve de faire ça est trop loin, mais que pour atteindre ça, il faut se discipliner dès le présent. Quel serait le ou les conseils, tu vois, que tu donnerais par rapport à ça? Hello, je me permets juste de t'interrompre 10 petites secondes pour te demander de nous laisser un pouce bleu vers le haut, un petit bouton j'aime sur YouTube ou de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Ça nous aide vachement à développer ces épisodes. Maintenant, je te laisse retourner à ton épisode. Les conseils, ça ne va pas marcher si la personne n'a pas les volontés. Tu sais, on dit qu'on veut le faire, mais on n'a pas les volontés de mettre les choses en place. Mais je peux te donner les exercices que je fais assez souvent avec les femmes que j'accompagne. Et ça, c'est les thérapies de choc. Ça réveille. Et je pense que tu vas bien aimer. Attention, L'exercice, c'est pour toi. les suivants. OK. Donc, on prend combien d'années vous êtes actif professionnellement. Donc, depuis combien d'années que vous avez fini vos études et vous commencez à générer des revenus. 5 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe. Prenez votre échelle. Et du coup, vous calculez, étape 1, vous allez calculer tout ce que vous avez gagné depuis les débuts de votre carrière professionnelle. Donc, on prend tous les salaires annuels, les bonus, les primes, etc. Grosso modo, on n'a pas obligé d'aller à 1 euro près, mais déjà, au pif, ensemble, c'est très bien. OK, étape 1. Étape 2, on calcule 10% de cette somme. Tu vois où je veux en venir? On prend 10% de cette somme. Étape 3, est-ce que j'ai cette somme sur mon compte en banque? Ou l'équivalent en investissement. Ou ça pique. Et ça pique. Et là où je vais avoir des participants qui partent l'âme carrément, et tu dis, OK, les règles numéro 1 d'or en finance personnelle, c'est qu'on épargne au moins 10% de tous nos revenus. Tout épargne confondu. On parle d'épargne sécurité, épargne projet, etc. Donc, si dès les débuts, j'aurais fait un petit effort, entre guillemets, petit effort, d'épargner 10%, aujourd'hui, j'aurais eu ça. Et là, c'était réveil parce que tu vas voir les sommes et tu vas voir combien est-ce qu'en réalité, tu as touché jusqu'à là et combien tu aurais pu garder. Tu sais, regarde. Faire fructifier. Et maintenant, tu te dis, OK, je continue à faire comme je fais à l'échelle de 10 ans à venir, 20 ans à venir, etc. Ah ouais, mais... Là, ça fait mal. Ah, mais t'es méchant, Katia. C'est pas bien de faire ça. Parfois, on passe par les thérapies de choc, tu vois, mais c'est beaucoup plus parlant qu'être... voilà, il faut se lancer, il faut vouloir les faire, etc. Au bout d'un moment, tu sais, là, mon peur profonde. Ouais. Et là, je partage assez souvent. De m'être retrouvée vieille, c'est pas les vieillesses que je perds, mais me retrouver vieille, pas en capacité de générer des revenus. Donc, ça veut dire que je suis dépendante de mon retraite. Et là, une nouvelle annonce gouvernementale tombe, que mon retraite vient de diminuer de 10%. Là, tu vois qu'on est jeune maintenant, on peut faire quelque chose. On peut dire, oh mince, je vais aller prendre un deuxième travail, je vais faire plus des efforts, plus des heures soupes. Tu n'es plus en capacité et donc tu continues à vivre avec ton retraite qui n'est pas suffisant pour vivre. Les coûts de la vie augmentent, donc ta capacité, qu'est-ce que tu peux faire avec tes finances chaque année, ça tombe. Ouais. En plus, on va venir diminuer ton retraite, etc. Tu fais quoi? Tu Pleure. Tu pleures, mais je peux te dire que j'ai vu pire.
finir Ouais, la bon, on va éviter de parler de cordes et de... voilà, de tes projets, tu te dis, OK, qu'est-ce que je vais faire quand je ne vais plus être en capacité de générer des revenus? Parce que notre maximum où on génère des revenus, c'est entre guillemets entre 30 et 55. À Ouais, c'est partir ça. de 55, ça commence à baisser la plupart du temps. Donc, si pendant ce moment-là que tu génères le maximum de tes revenus sur ta vie professionnelle, tu vas pas t'en occuper, tu vas pas économiser, tu vas pas investir, Non, mais tu t'es fais mort. quoi plus tard? Bah ouais, tu attends de mourir en fait. Je sais pas d'autres mots. On va pas rester sur les négatifs, mais Waouh. si on prend les pyramides de Maslow, d'abord, on assure notre sécurité financière. Donc, Ouais. d'abord, on assure tout ce qui est retraite, les financements des problèmes, les fonds de sécurité, etc. Et après, comme tout est OK, bah là, on commence à se faire plaisir, on va investir, on va voyager, on va faire les projets dont on rêve, pourquoi pas? Bah, Mais tout ça, ça passe par les bons gestions des finances personnelles. mais regarde, tu vois, en fait, tout à l'heure, j'étais piqué un peu, j'étais dit, mais en fait, t'es méchant, Katia. Bah, moi, je vais être encore plus méchant. Tu vois, moi, je vais te donner un exemple concret. Admettons que tu gagnes 30 000 euros par an. Tu vois, ce qui est accessible en soi. 30 000 euros par an, tu multiplies ça par 10 ans, ça fait 300 000 euros. Ça veut dire que tu auras gagné 300 000 euros. 300 000 euros, 10% de 300 000, et ben ça fait 30 000. Est-ce que sur ton compte en banque, tu as 30 000? Si la réponse est non, c'est que tu es en train de faire un truc, c'est que tu es en train de passer à côté. Tu vois, en vrai c'est juste pour mieux imaginer ce que tu as dit, parce qu'en fait toi quand tu me l'as dit, j'ai commencé direct à calculer, je me suis dit ah ouais c'est chaud, tu vois. Et tu vois, et après en fait tu as parlé d'un autre truc, c'est épargner en fait 10% de ce que tu gagnes. euh, Moi en fait dans la manière dont je gère mes finances, et d'ailleurs c'est à challenger, donc n'hésite pas en fait à me le dire, et je le recommande aussi en fait aux personnes qui ont lu mon bouquin. Tu vois, dans la manière en fait dont je gère mes finances, c'est la règle du 7-1-1-1. 7-1-1-1. 70% de ce que tu gagnes, et bah, c'est pour les dépenses courantes. 10%, 10% c'est en dons, 10% c'est en épargne et 10% c'est en investissement. Tu vois. Franchement, depuis que je fais ça, en fait, j'ai acquis une certaine liberté, tu vois, et qui se rapproche beaucoup de la liberté dont tu parlais tout à l'heure en début de podcast, tu vois, quand tu disais bah moi je pas envie de bosser, bah je m'en vais et tout, tu vois. En fait, voilà, tu reprends en fait le contrôle de ta vie et tu peux mieux orienter tes choix, non pas en fonction de la peur, mais en fonction de ce que tu peux réellement faire. Et en fait, selon moi, c'est là où tu attires l'indépendance, parce qu'en fait, c'est là où est ta liberté derrière, tu vois. Donc du coup, dans tout ce que je dis, parce que je parle beaucoup, mine de rien, dans tout ce que je dis en fait, est-ce que toi, la règle des 7-1-1-1, c'est quelque chose que tu prônes dans tes accompagnements ou pas? Il en existe différents modèles. Tu as le modèle 50-30-20, tu as le modèle Ok. 70-10-10-10, tu as le 60-30-20. modèle des 70-10-10-10, etc. C'est les différents modèles pour donner un ordre d'idée Ok. pour les classes moyennes. Mhm. Je vais préciser pourquoi je parle des classes moyennes plus tard. Pour plus ou moins les répartitions des dépenses dans les foyers. Mhm. C'est entre guillemets les Key Performance Indicators qui te suit, te dit ok, si je va pas épargner au moins 10% de mes revenus, tout épargne confondu, parce que dedans on a l'épargne de sécurité, on a l'épargne projet, épargne provision, etc. Ça va pas. On a un problème quelque part. Pourquoi je ne suis pas en capacité d'épargner 10% ou je commence à dépenser beaucoup trop. Ça a été créé par les économistes, plupart des temps aux Canadiens, aux États-Unis, etc., pour les classes moyennes. Pourquoi je parle des classes moyennes? Parce que comme tu vas commencer à gagner plus, ou au contraire, tu gagnes beaucoup moins, les répartitions vont changer. Bien sûr. Parce que potentiellement, tu vas commencer à gagner 2 fois plus, mais tu vas pas augmenter ton train de vie fois 2. Tu vas pas déménager dans l'appartement qui va te coûter fois 2. Tu vas peut-être déménager dans l'appartement qui va te coûter 20% plus cher. Donc, les répartitions, les plus tu gagnes, les moins, tout ce qui est les dépenses de quotidien va peser dans le budget global. Donc, comme tu es en SMIC, entre guillemets, les logements, bah, il va peser peut-être 50%, 70%, 30%, en fonction de où tu habites. Comme tu gagnes 10 000, peut-être ça va être 5%. Donc, attention juste à cette répartition, parce qu'on n'est pas obligé d'augmenter notre train de vie en fonction de nos revenus. Donc, ça a été créé par l'économiste par rapport à la classe moyenne avec les gains moyens. Mais par exemple, les gens qui gagnent moins que SMIC,
ça va pas être du tout la même répartition parce que pour eux, il a les dépenses incompressables, alimentation, voiture, transport, logement. Pour eux, nécessairement, au bout d'un moment, tu ne peux pas aller moins que X euros. Par exemple, à Paris, qu'est-ce que tu peux trouver comme moins cher? Au bout d'un moment, tu vas te bloquer. Et donc, pour eux, les répartitions ne vont pas être pareilles. Mais en soi, c'est juste un indicateur. Qu'est-ce qu'on fait dans les programmes avec nos femmes? Du coup, on va étudier ces modèles. On va voir par rapport à notre répartition, est-ce qu'il est plus ou moins ça. On va définir nos propres modèles en fonction des projets de la vie. Donc, quelqu'un qui souhaite une reconversion professionnelle. Il est où ta ligne d'épargne qui a dédiée à ton reconversion professionnelle ou quelque chose qui me dit, tu vois, où est-ce que je peux voir dans tes finances que tu es en train de préparer ça? Quelqu'un qui va me dire que je veux gagner ma liberté financière le plus rapidement possible, je vais investir tout, qu'est-ce que je peux? On va réduire drastiquement les dépenses, on va peut-être investir plus. Quelqu'un, voilà. Donc, on peut changer ces règles en fonction de nos valeurs et ce qu'on veut obtenir. Mais le principal ici, c'est que si tu prends tes finances, tu prends ton compte en banque, tes différents comptes d'épargne, et tu imagines que tu te connais pas toi-même, tu regardes les finances de quelqu'un d'autre. Tu te dis, qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette personne avec ses finances? Comme si tu ne savais pas. Et là, tu dis, OK, est-ce que ça reflète les projets de vie qui sont importants pour moi? Là, ça fait 10 ans que je rêve des voyages du monde. Il est où dans mon épargne? Je rêve des changements professionnels. Il est où de mon épargne? Je rêve d'acheter l'appartement au bord de la mer. Il est où mon ligne investissement? Qu'est-ce que je fais avec mes finances? Parce que finance, au final, ça reste argent et c'est les ressources limitées. Donc, qu'est-ce que je fais avec mes ressources limitées aujourd'hui? Comment je suis en train d'allouer mes ressources pour faire en sorte que les choses qui sont importantes pour moi va se réaliser. Donc, modèle, tu peux l'adapter. C'est très bon départ pour commencer. Et après, en fonction de tes envies, là, par exemple, tu dis, au lieu de faire 10% d'investissement, je vais en faire 20%. Et tu viens de définir ton règle à toi en fonction de tes désirs, si tu veux. Ok, ouais. Donc, en fait, le modèle que je prône, c'est un modèle standard. Ça existe. Voilà. Il est très bien. Adaptez-le en fonction de... en fonction des revenus. D'ailleurs, en fait, tu as dit un truc qui est hyper important dans la société dans laquelle on vit. En fait, cette semaine... on a compté avec ma femme, on a reçu quelque chose comme 5 ou 6 demandes de crédit, tu vois, externes. Genre, en fait, on n'a rien demandé, tu vois. Soit sur les fiches de paye, c'est, tu vois, on écrit demander un crédit. Ou bien soit on reçoit en fait un courrier qui dit vous avez un projet, demandez un crédit, tu vois. On a reçu plein des choses comme ça. Donc en fait, il y a la tentation, tu vois, pour que tu puisses demander un crédit derrière. Mais en fait, tout ça pour dire en fait quand on est dans une société en fait qui te pousse en fait à ta consommation. Et forcément, quand tu gagnes plus, quand tu gagnes mieux ta vie, quand ta condition s'améliore, on a tendance en fait à élever en fait notre niveau standard. Mais ça va faire des conneries en fait à faire. Tu vois, ton niveau de vie augmente. Enfin, là, pour le coup, si je me trompe, tu peux te permettre d'augmenter un tout petit peu pour te récompenser parce que c'est OK, tu vois. Mais par contre, le faire proportionnellement par rapport à ce que tu gagnes, mais en fait, tu ne gagnes pas plus. Au contraire, moi, je trouve en fait que tu perds même. T'en penses quoi? Oui, c'est en fonction des tranches. Et, tu sais, en France, les classes moyennes, c'est celle-là qui paye le plus. On a le plus, voilà. Qu'est-ce que tu viens d'évoquer? C'est notamment les règles de Bode Schaeffer, c'est les auteurs allemands. Il n'a pas été traduit en français, mais il a été traduit en anglais. Si ça vous intéresse, lui, il a défini cette règle qui était adaptée par beaucoup d'économistes. Quand ton salaire ou ton revenu augmente, imaginons que tu viens de toucher 50% de plus. Avant, tu as gagné 100 €, là, tu touches 150. Et tu prends un pourcentage. Cette augmentation des 50 €, tu dis, OK, c'est quoi les pourcentages que je veux faire? On peut faire moitié-moitié. Moitié pour augmenter mon train de vie. Nouvel appartement, plus grand, acheter plus de vêtements, partir plus souvent en voyage, aux vacances, etc. Et l'autre 50% pour un projet. Un projet étant investissement ou d'autres choses à définir. Et du coup, si tu suis cette simple règle de dire qu'on ne va pas tout de suite claquer 50% de plus et dire « Wouhou,
solde, et tu vas on a tout de suite tout dépensé. Mais effectivement, tu te récompenses, tu augmentes un peu ta manière de consommer, pourquoi pas. Et les restes, tu les utilises pour accumulation de capital, pour ton patrimoine. Et du coup, tu vas aller beaucoup plus vite. Et en même temps, tu vas pas être dégoûté, tu ne vas pas souffrir, tu ne vas pas avoir ce sentiment que à quoi ça sert que je travaille, à quoi ça sert que je gagne plus, je vais faire tellement d'efforts. Et les seules choses qui changent, c'est les chiffres en banque. Et moi, j'en souffre. Parce que l'accumulation de capital, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est quelque chose qu'on fait sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, la plupart du temps. Donc, il faut quand même garder la motivation pour les faire. Et du coup, en parallèle, on avance. Mais là où les erreurs principales que je vois les femmes notamment faire, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous amène le véritable plaisir. On va avoir une idée reçue sur qu'est-ce que je dois acheter pour me récompenser. Par exemple, tout le monde me parle des massages. Je vais te prendre l'exemple d'une des femmes avec qui j'ai discuté à ce sujet-là. Je dis, c'est quoi les cadeaux idéaux pour une femme? Un petit, tu vois, comment ça s'appelle, les bons d'achat pour le massage. Ouais, je vois, ouais. C'est cliché, ok? Ok, donc elle dit, ok, donc moi je vais me récompenser, je vais aller au massage, je vais payer pour le massage, je reste au massage, ça me fait ni chaud ni froid. Je viens le faire, ok. Les prochaines fois, il faut se récompenser, je fais quoi? Ok, je vais aller au spa. Je vais aller au spa, ça me fait ni chaud ni froid. Et on n'a pas cette analyse derrière de dire qu'au final, peut-être c'est pas pour moi. C'est le manque des connaissances de soi, c'est notre incapacité d'aller contre les courants, j'ai envie de dire. Elle me dit, ok, tout le monde va toujours au massage au spa. Au bout d'un moment, je vais faire les massages au spa. Mais au final, tu sors, tu as ni plaisir, ni les satisfactions, ni l'argent sur compte en banque. Peut-être ton truc, c'est je sais pas, acheter un sticker digital et faire les dessins chez toi. Je ne sais pas. Et donc, beaucoup de femmes avec qui on travaille, ils vont avoir cette notion qu'on veut se faire plaisir, on va voyager. Parce que le voyage, c'est génial. Or, tu reviens après les voyages, tu es encore plus fatigué, tu en as marre de tes enfants, etc. Et donc, au final, c'est pas du tout pour toi. Mais on n'a pas cette réflexion de dire que ça fait 5 fois que je pars en voyage, 5 fois que je reviens et je n'ai pas eu plus d'énergie qu'au départ. Peut-être que ce n'est pas pour moi. Donc, encore un exercice à faire. J'adore donner les exercices. On prend les tranches et les sommes différentes et on commence à noter réellement qu'est-ce qui peut me faire plaisir. Donc, 5 €, qu'est-ce qui réellement dans le passé j'ai eu ou j'ai acheté qui coûte moi des 5 €, qui m'a fait un plaisir réellement, que j'ai vraiment eu cette sensation de satisfaction. Un budget, ok, super, je note. Après, je prends 20 €, 50 €, 200 €, etc. Et en fait, on fait les listes tout bêtement, mais c'est juste qu'on se pose pour réfléchir. On fait les listes sur les différents budgets. Et les prochaines fois où je veux me faire plaisir réellement, au lieu de partir sur les idées reçues tout de suite, spa, massage, voyage, ce que la société nous dit, voilà, voyage, etc. Je dis non, c'est pas mon truc du tout. Ok, je regarde mon liste et j'achète quelque chose ou je prends quelque chose qui est réellement adapté à ma personnalité. Waouh! Et en faisant ça, tu réduis tes dépenses plaisir et tu réduis tes dépenses émotionnelles. Waouh! Des fois 2, fois 3. On est parti de loin, mais voilà, pour ne pas tout dépenser bêtement. Mais en fait, c'est tellement évident quand tu le dis, mais en fait, c'est pas si évident que ça. Parce que tu vois, encore une fois, et ce qui est cool, je suis vraiment content de t'inviter, Katia, c'est que, en fait, là, on parle de finance, on parle d'investissement, mais en fait, que ce soit investissement, qu'on parle d'investissement, qu'on parle de business, qu'on parle de SEO, qu'on parle de growth, qu'on parle de ce que tu veux, mais en fait, à chaque fois, il y a ce point de départ de connais-toi. Qu'est-ce qui est important pour toi? Et en fonction de ça, en fait, ça touche tout tes dans ta vie, perso, professionnel, privé, investissement, mindset. C'est dingue. Et en fait, quand tu te connais toi-même, effectivement, en fait, là, pour simplifier, quand tu te connais toi-même, tu peux gagner plus d'argent tous les mois avec le même salaire. Ou les mêmes revenus. Tu peux. En fait, tu fais les nettoyages dans la tête et ça va impacter tes finances directement.
Les finances personnelles, c'est les meilleures portes des développements personnels qui existent. Et je ne dis pas parce que je suis un coach en finances personnelles. C'est juste que les changements qu'on va faire, ça va être beaucoup plus visible et palpable, si tu veux, que n'importe quelle dot technique des développements personnels. Tu veux méditer autant que tu veux, 3 fois par jour, 4 fois par jour, etc. Si derrière, tu ne vas pas changer ton comportement, si derrière, tu ne vas pas faire grand-chose, en fait, même d'extérieur, c'est pas visible qu'est-ce qui a changé. Ok, tu vas méditer, mais derrière, peut-être tu vas te sentir mieux, mais à l'extérieur, on ne voit pas qu'est-ce qui se passe. Finances personnelles. Tu as travaillé sur une seule notion de développement personnel, par exemple, limite personnelle. Tu as appris à dire non. Ça, c'est le développement personnel pur et dur. En fait, on comprend où on est mal à l'aise, dans les situations où on est mal à l'aise, parce que quelqu'un elle est en train de demander quelque chose qu'on n'accepte pas ou prendre plus des places qu'on est prête à donner. Et là, tu apprends à dire non. Tu mets tes limites personnelles. On appelle ça une limite, en fait. Tu te protèges. Et là, tu as appris ça et tu commences à mettre tes limites personnelles financières aussi. Tes collègues qui t'invitent chaque fois à déjeuner au restaurant et toi, tu as envie d'économiser, mais avant ça, tu t'es mal à l'aise de dire non parce que qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, ils vont tous manger, moi je vais être les seuls avec ma gamelle, etc. Là, tu sais exactement qu'est-ce qui est important pour toi. Par exemple, investissement, je veux investir, je veux économiser. Là, tu dis, désolé, aujourd'hui, c'est pas possible et d'ailleurs, ça va pas être possible pour 5 prochaines fois. Mais si vous voulez passer le temps ensemble avec moi, je vous invite au parc. Vous pouvez prendre un portée, moi je vais prendre ma gamelle, on mange ensemble. Donc au final, on est tous ensemble, donc le but, il est là. Mais c'est juste que moi, je n'ai pas dépensé 15, 20 euros, si on habite à Paris, pour ensemble repas emporter. Leadership. Et là, tu vois, on a travaillé les notions de développement personnel, on a appliqué aux finances, et là, tout de suite, tu verras les différences. Wow. Et c'est pour ça qu'en finance, tout de suite, tu vas avoir ton épargne qui augmente, tes dépenses qui baissent, ton train de vie est en train de s'améliorer, tes projets qui se réalisent. Donc, en fait, tu vas avoir tout de suite les changements matériels en dehors et intérieur. Et c'est pour ça que finance personnelle, c'est une incroyable manière de booster ton développement personnel. C'est un truc de ouf. Franchement, honnêtement, en début de podcast, je pensais que tu allais nous donner des tips pour mieux gérer ses finances perso. En fait, là, tu es en train clairement de nous dire, va te connaître et reviens. Après, on verra ça. Surtout, tu peux te faire connaître via les finances personnelles. Wow. Je vais te donner un secret. Ouais. Ça, il ne faut pas qu'il Attention, secret de Katia. Attention, oui, ça, c'est les secrets plus pour le business, les gens qui font les business. La majorité de mes clients qui vont acheter chez moi, en tout cas pour les finances personnelles, ils pensent qu'ils achètent les outils, qu'on vient pour faire les budgets, à faire un plan d'épargne, apprendre à utiliser les applications banking, etc. Ils pensent toujours solution, outil. Je vais trouver un outil magique et c'est ça qui va résoudre mon problème. D'ailleurs, beaucoup de femmes qui vont venir et là tout de suite, j'ai téléchargé un tel modèle de budget, il n'a pas marché, j'ai téléchargé une telle application, ça n'a pas marché. En gros, c'est que va m'aider à mieux gérer mes finances personnelles, ce sont des outils. Bien évidemment, dans nos programmes, on donne des outils, on va dire, ok, tu vas apprendre ça. On fait appel à un cerveau intellectuel. Tu auras suffisamment des outils pour régler ton problème. Une fois qu'ils sont dedans dans les programmes, c'est pas les outils qui vont faire la différence. C'est tous les coachings, c'est tous les exercices sur les croyances, c'est tous les exercices sur les habitudes, c'est toutes les discussions qui ont les forces. On leur propose gentiment avec les conjoints. Avec un flingue sur la tempe. C'est ça qui va changer les situations. Et c'est pas les modèles de budget. Wow. Et du coup, derrière, tu regardes les témoignages qu'on a. Il n'y a aucun qui va écrire votre modèle de budget. Il était excellent. J'ai craqué sur votre plan d'épargne. Ils vont dire, ma vie a changé. J'ai complètement changé ma posture. Les manières dont je vais... voir moi-même, j'ai eu tellement plus de ce que j'ai espéré et pas plus des changements d'envie, des croyances, mais il n'y a aucun qui va parler des outils dans les témoignages, quoi. Généralement, c'est ça, hein. Dans les accompagnements, en fait, ils pensent venir pour quelque chose. Et moi, le premier, quand j'ai commencé à faire des accompagnements, je pensais venir pour quelque chose de concret, de palpable. Mais en fait, on va tellement loin qu'au final, ça me retourne la tête et ça change ma vie aussi. Et c'est ça qui va changer. Donc oui, on aura des outils. C'est grâce aux outils que je vais voir les vraies problématiques, où est-ce qu'on dépense trop, où est-ce qu'on ne gagne pas suffisamment, etc. Donc c'est bien évidemment, on travaille les chiffres, on est obligé.
Mais on sous-estime tous les travaux qu'on fait en coaching ou en croyance, dev perso, etc. Wow. Par contre, c'est ça qui va faire la différence. Wow. Je vais te donner l'exemple simple. J'adore te donner les exercices et les exemples. Ah ouais, non, mais moi, je kiffe. Hein. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast. Donc, vas-y. Je vais te donner l'exemple d'un client, tu vois, pour qui tu dis c'est tellement évident, mais c'est un cas qui va parler beaucoup des femmes. Ou des hommes peut-être. On a beaucoup des professions médicales, donc nos accompagnements, infirmières libérales, podologues, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment c'est les tranches qui gagnent bien, mais gèrent pas très bien leurs finances personnelles. Et là, donc, j'ai eu une femme qui, de mémoire, elle est infirmière libérale. Je crois que oui. Et du coup, on travaille sur les revenus. Pourquoi je gagne pas suffisamment? Tu vois, j'ai fait beaucoup d'heures, j'ai beaucoup de clientes, etc. Mais je gagne pas suffisamment ma vie. Et là, on rentre dans les revenus. Je dis, mais attends, mais c'est un peu bizarre en fait, parce que c'est que tu gagnes, tu m'as parlé de plus que ça. Or, ton revenu réel, il est beaucoup moins important. Parce que là, tu vois, on parle des chiffres. Je les vois dans le budget. Donc, on commence à discuter. Et je me rends compte qu'elle n'y facture pas moitié de ses clients. Donc, quand elle fait les soins pour les personnes âgées, pour elle, l'effet de facturer les personnes âgées, ça veut dire qu'il va voler quelque chose. Il va leur priver de leurs sous durement gagnés. Et à la limite, c'est quelque chose, mais dégueulasse à faire, j'ai envie de dire. Du coup, elle ne va pas facturer parce qu'elle va se sentir honte. Évite les discussions qu'on a eues par rapport à c'est pas les personnes qui payent, c'est les sécurités sociales. Tu es en train de dépasser des heures et tu as fait ton travail, tu n'as pas été payé. Donc, du coup, tu es en train de dépasser ta vie et tu récupères pas derrière. Donc, si tu veux, j'ai essayé les plusieurs angles d'attaque pour trouver qu'est-ce qui la gêne. On a fini par trouver l'assistante et c'est l'assistante qui a écrivé les factures, donné les factures parce qu'elle n'était toujours pas à l'aise à les faire. Et du coup, revenu x3. Et ensuite, on est allé, tu peux récupérer les factures des 3 dernières années. C'est même pas les factures qui ont envoyées aux patients, c'est les factures qu'il fallait réclamer auprès des mutuelles, je sais pas comment ça marche, mais organismes, etc. Donc, elle a pris l'assistante qui a rentré dans les historiques des 3 dernières années et elle a fait les factures qu'il n'a pas fait à l'époque. Donc là, je te parle même pas des dizaines de milliers d'euros. Donc là, techniquement, j'ai un cas parfait de se dire que grâce à mon accompagnement, tu fais x3 des revenus. Waouh! Non, mais c'est juste que, regarde, mais est-ce qu'on a changé son niveau de revenus? Bah non, en fait, non, on a juste détecté une seule croyance à cause desquelles il ne faisait pas les factures. On a débloqué cette croyance. Ouais. Et du coup, x3 les revenus. Et les exemples comme ça, on a tout le temps. Tu vois, c'est pas les chiffres qui vont changer. Il faut rentrer dans les finances personnelles, ça reste personnel. Il faut rentrer dans les têtes des gens. Et le nombre de croyances comme ça qui vont nous bloquer de gagner plus, qui vont nous pousser à consommer, qui vont nous pousser à dépenser inutilement, c'est juste incroyable. C'est pour ça qu'on travaille sur les croyances et pas sur les chiffres. Mais donc, du coup, ça veut dire que, enfin là, tu as donné cet exemple concret et je te remercie, mais c'est là en fait que tout le monde, au final, a une croyance qui l'empêche de réaliser ce qu'il veut faire ou bien qui l'empêche de bien gérer ses finances perso en fait. Tu as les cas plus graves que l'autre. Tu peux avoir les croyances, je vais jamais devenir un millionnaire. Est-ce que c'est grave? Potentiellement pas. Tu vas avoir les croyances, je vais jamais gagner 5 000 euros par mois. Mais peut-être ça va commencer à impacter ta vie. Donc oui, tu as les cas plus graves que l'autre. Tu vas avoir beaucoup de croyances liées à histoire familiale, honte, peur. Ouais, donc du coup, des choses vraiment enfouies que tu aides à montrer, tu vois, pour que les gens prennent conscience, pour qu'ils puissent aller là où ils, là où ils veulent aller. Tu es obligé parce que les personnes qui n'ont pas travaillé sur ces croyances, on va faire les budgets. Tout beau, tout propre, sur papier, c'est génial, on est en positif, etc. C'est exactement la même personne qui va vivre avec ce budget pendant 1 mois. Or, on n'a pas travaillé les croyances. Il va faire les mêmes erreurs, il va continuer à dépenser inutilement, il va continuer à ne pas gagner suffisamment, et à la fin de mois, il va dire « Oups !» Ça, c'est mon budget prévisionnel. Ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Oups, je suis encore à découvert. Donc, ça sert à rien de faire ton budget qui est tout beau, tout propre. Ça, je dis pas que ça sert à rien tout court, mais ça sert à rien à s'arrêter là.
Ouais, il y a un ordre en fait. Parce que il faut les suivre pendant un mois. Et si tu n'as pas travaillé sur toutes ces croyances, les problématiques dont tu n'as pas conscience, parce que la plupart des croyances qu'on retrouve dans le programme, ils n'ont pas conscience parce qu'ils ne savaient pas. Et ils comprenaient qu'ils ne facturent pas parce qu'ils ne comprenaient pas les impacts qui sont derrière sur son revenu. Ça, c'est grave quand même. Hein. Attends, tu taffes, tu te défonces, après tu dis « Ah non, finalement, c'est pas bien parce que si, ça... » Oh, c'est chaud. Et l'exemple comme ça. Voilà. Et c'est pour ça que tu es obligé de travailler avec les croyances parce que si tu veux que les personnes ils suivent réellement ses finances, ils font les changements et gèrent bien, il faut nettoyer tout ça. Hein. Donc, du coup, pour avoir des finances saines, on commence par les croyances. Puis après, petit à petit, on va construire sur des nouvelles bases qui sont écologiques pour nous. Waouh! Ouais. Et ce sera le mot de la fin. Katia, merci. En fait, tu m'as retourné le cerveau, c'est un truc de ouf. En fait, je ne pensais pas que les finances perso étaient aussi ancrées, enfin, que les finances perso, en fait, peuvent refléter, tu vois, les croyances où il y a des choses qu'on a enfouies, qui sont là, en fait, mais qui s'expriment, en fait, d'une certaine manière, tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment dingue. Et en fait, là, tu nous as juste montré qu'on pouvait faire beaucoup plus, juste en bossant sur soi. Merci, Katia. C'est extrêmement fort. Merci. Katia, justement, tu vois, pour avancer sur cette thématique des finances perso, quelles sont les 3 ressources, tu vois, que tu pourrais nous conseiller à lire, à regarder, à consommer pour reprendre en main ces finances perso? Ces finances perso. Pour ceux qui sont en découvert ou les problèmes avec les dettes, L'homme le plus riche des Babylone, livre, excellent livre. Ouais, attends, je suis en train de le chercher. Pour les femmes, attends, je vais aller chercher les livres. Il est là. Il est là. Ah non, je suis partie la chercher. Vas-y. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu mon livre, Être consultant à chemin vers la liberté, la règle des 7-1-1-1-1, et ça vient de là. Ça vient de là. Attends, fais voir ton exemplaire, parce que je pense qu'on n'a pas... Non, ça c'est le deuxième. Ça c'est le deuxième, parce que le livre, celui-là, il est très rare. Il était traduit en français, mais pas beaucoup d'exemplaires. Donc, vous pouvez le chercher sur Vinted, sur un livre d'occasion, parce que c'est rare qu'on le trouve sur Amazon ou quelque part. Le livre qui s'appelle « Les filles sympas, complexées par l'argent ». Ok, waouh. Ça, c'est pour toutes les femmes qui travaillent dans les ghettos féminins. Qu'est-ce qu'on appelle dans ce livre ghetto féminin? C'est toutes les professions où on a beaucoup de concurrence avec les autres femmes et on ne peut pas augmenter nos revenus parce qu'on peut facilement être remplacé par les autres femmes. Genre quoi? Genre quel métier? Je ne veux pas citer parce que ça va être mal pris, mais je vous conseille de lire ça. Ça ouvre. Okay. C'est juste cette situation où tu vas finir par travailler beaucoup et peu importe l'augmentation que tu vas demander, tu vas la jamais obtenir parce que, par exemple, je vais citer les secteurs en prof d'école. Ok. Tu vois, typiquement des femmes, typiquement les salaires qui sont capés et tu peux rien faire. Et donc, tu as 75 erreurs comme ça à ne pas faire. Ok. C'est pour ça que je ne cite pas les secteurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être les profs d'école, mais il vous montre qu'il y a certains métiers où on a beaucoup plus de difficultés d'obtenir l'augmentation. Ouais. Et il montre d'autres erreurs qu'on peut faire qui vont avoir les conséquences négatives sur nos revenus et nos patrimoines plus tard. C'était l'un des 75. Donc voilà, celle-là pour les femmes. Ok. Et on va revenir vers la base de la base, Père riche, Père pauvre. Je sais que beaucoup de femmes n'aiment pas ce livre parce qu'il était écrit il y a des années et des années. Il y a vraiment cette approche où les salariés, on va jamais gagner bien notre vie, tout le monde doit lancer leur business, être investisseur, etc. Ouais, ça peut trancher, Ouais, oubliez cette partie-là parce qu'il faut quand même penser que les gars qui l'a écrit, c'était là, 20-30 ans aux États-Unis, où on parle des métiers à 9 heures du matin jusqu'à 18 heures, avec les déplacements en voiture de 2 heures, etc. Bien évidemment, ça a changé depuis. Mais c'est juste prendre les idées générales de comment on peut s'enrichir et comment on peut générer des revenus. Je pense qu'on commence déjà avec ces 3-là. C'est déjà pas mal. Ok, ça marche. Merci. Donc du coup, L'homme le plus riche de Babylone,
Les 75, les filles, c'est pas compensé par argent. Ok. Et père riche, père pauvre. Waouh. Okay. Mais maintenant, Katia, c'est pour rentrer en contact avec toi. Parce que là, tu nous as donné plein de trucs. Voilà, là, on peut pas partir en se disant, voilà, c'est bon, Katia a disparu de ma vie. Non. Mais écoute, déjà, ça va être un plaisir de vous accueillir. Voilà. Si sur mes différentes c'est Katia Finance toujours, okay. Donc finance pluriel avec un S à la fin. Instagram Katia Finance, YouTube Katia Finance, site internet katiafinance.fr, partout Katia Finance. Et j'accompagne les femmes principalement. Les hommes, j'ai qu'un coaching one-on-one, mais les femmes, on a deux niveaux d'accompagnement. Premier niveau, notamment qu'est-ce qu'on a évoqué ici. On sort des découvertes, on sort d'endettement, on sort de dépenses compulsives qui on n'y maîtrise pas. Donc, premier niveau d'accompagnement, c'est on va vers les situations qui n'ont pas géré, vers les situations stables. On commence à avoir l'épargne, on commence à être OK. Et le deuxième niveau d'accompagnement, c'est notre communauté privée des femmes qui s'appelle Madame Investie, où notamment, on va aller plus vers l'investissement, multiplier ses sources de revenus, gagner plus, etc. Donc là, on va plus vers l'indépendance et la liberté financière. Et du coup, selon votre niveau actuel, vous êtes les bienvenus, soit au niveau 1, soit au niveau 2. Top. Instagram Katia Finance. Et je peux vous dire que Katia, je la connais. Je l'ai rencontrée. Franchement, elle va vous retourner la tête. J'ai pas d'autres mots. En plus de balancer des bonnes punchlines. En plus, parfois, de te dire un truc. Mais en tout cas, tout ça pour dire que elle est comme ça. Elle va vraiment vous aider et elle sait le faire avec la manière. Donc franchement, Katia, allez-y, go follow là sur Katia Insta, sur Instagram. Vous allez voir que votre vie va commencer à changer. Katia, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? À tous les gens qui nous écoutent. Ouais. Sérénité financière. Si vous êtes tranquille d'esprit, vous êtes capable d'aller réaliser beaucoup plus que vous pensez vous pouvez faire. Ok, et bah tous ceux qui nous écoutent, Katia vous souhaite la sérénité financière. Et Katia, moi-même, je te souhaite de continuer d'avoir cette sérénité financière. Mais bon, moi je m'en fais pas trop pour toi parce que comme tu as si bien dit, c'est une question de prendre un seul mindset. Et je pense que tu l'as bien ancré, toi. Katia, merci beaucoup. Prends soin de toi. Et je te dis à très bientôt. Salut. Salut tout le monde. Ciao.